c'est très passionnant quand il parle de la chose. On sent qu'il est dans sa chose, comme on le dit, et c'est assez passionnant. Alors, on finira pas de discuter avec vous aujourd'hui. On aura d'autres gétals. Alors, on a de très importants convives, en tout cas panélistes de haut niveau qui nous attendent online. Monsieur Oumar Ba, vous allez m'excuser, on va donner 10 minutes à Monsieur Yves Woba parce qu'il est en déplacement. Il a juste fait une pause pour pouvoir s'entretenir avec nous. Et après lui, on vous remettra la parole. Désolé vraiment. Donc, euh, Monsieur Woba, il est un leader engagé dans l'humanitaire, hein. Et depuis 2013, Monsieur Yves Ouba est directeur exécutif de l'ONG ou de l'association Tintoa au départ, et qu'il a positionné comme un acteur humanitaire de développement clé au Sahel. On connaît tous aujourd'hui ce qu'est fait Tintoa et le maillage territoire dont bénéficie aujourd'hui cette ONG-là. Il a été le premier, en tout cas parmi les premiers du moins, représentants nationaux dans l'équipe humanitaire pays au Burkina et est aujourd'hui vice-président du Sahel Regional Fund et il est reconnu pour son engagement au-delà du terrain. Et il est très, très actif dans tout ce qui est refonte stratégique du système humanitaire et de production de connaissances et il fait des consultations de très haut niveau avec les Nations Unies, soulignant son rôle de facilitateur crucial dans ces échanges-là. Et il est vice-président du Fonds régional Sahel et renforçant son engagement en faveur des solutions régionales et autonomes. Et aujourd'hui, on peut dire que son travail repose sur sa conviction pertinente, éthique et efficace et passe par la connaissance et le renforcement des capacités institutionnelles des acteurs locaux et nationaux. Il est très engagé dans ce sens-là et il œuvre sans relâche pour l'accès direct aux ressources et une coordination véritable, inclusive, garantissant que l'aide sert au mieux les populations les plus vulnérables. Monsieur Ouba, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci. Bonjour, chers tous. Et il faut me rappeler le sujet hein, parce que là, moi, je suis dans les nuages. Pardon. Vous rappelez? Et rappelez-moi le sujet sur lequel je dois parler. Sinon, 10 minutes, là, je vais vous raconter ma vie. Ouais, on comprend. Alors, la thématique du jour, c'est acteurs locaux, bilan, défis et perspectives pour un leadership enraciné et plus impactant. Ok, merci beaucoup. Déjà, toutes mes excuses. Hein. J'ai été en déplacement. Je viens juste d'arriver sur Ouaga. Je voulais être présent avec vous, mais malheureusement, le délai ne me permet pas. Je me suis arrêté alors au bureau pour pouvoir me connecter. Donc, toutes mes excuses d'intervenir en ligne. Et merci. Je pense que le prédécesseur a vraiment fait une bonne entrée en brossant un peu le contexte. J'adhère à une grande majorité à ce qu'il a dit, mais qu'aujourd'hui, on a quand même des organisations nationales qui ont pu bénéficier de fonds directement et qui ont pu faire des audits qui n'ont pas été qualifiés. Donc, pour vous rassurer en disant que c'est possible, c'est pas toutes les organisations nationales qui arrivent avec des audits qualifiés là où on remet en cause des financements. Mais comme il le dit, il y a vraiment besoin de préparer tout ce que nous disons comme localisation parce que beaucoup d'acteurs pensent que c'est uniquement parce qu'ils sont acteurs locaux qu'ils vont recevoir des financements. Ce n'est pas le cas. Il y a un gros travail à faire et dans le cadre de ce travail, il faut rassurer les donateurs aussi pour montrer justement que organisation nationale n'est pas synonyme de détournement d'argent, n'est pas synonyme de non-respect des principes humanitaires, n'est pas synonyme de conflit d'intérêts. Donc, il y a vraiment besoin de ce travail-là. Et je salue l'outil qu'ils ont mis en place. Je pense que c'est un outil intéressant. Moi-même, ça m'intéresse. Il faudrait qu'on regarde justement comment on travaille sur cet outil-là. Parce que la réalité aujourd'hui est qu'on n'arrive pas à cartographier les organisations nationales. Tout comme les organisations internationales, on a des organisations internationales aussi qui sont des mauvais élèves. Au niveau des organisations nationales aussi, on a qui sont des mauvais élèves, on a qui sont de bons élèves, mais on n'est pas arrivé justement à mettre en place cette cartographie-là. Et je pense que l'outil qui était cité tout à l'heure peut être vraiment un outil clé pour nous aider en tant qu'organisation nationale à montrer nos cartographes, notre catégorie.
telle organisation nationale à tel niveau peut gérer tel fonds, telle organisation nationale à tel niveau et a besoin de tel renforcement de capacité. Parce que derrière, c'est ça aussi la réalité. En général, pour le renforcement de capacité, lorsque vous devez travailler avec un organisme international, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vous faire un audit de compétences qu'on appelle due diligence. Et après cet audit de compétences-là, il regarde et il décide que vous avez besoin d'un renforcement de capacité sur des points bien précis. Mais ces points bien précis, en général, c'est lié à l'opérationnel. C'est lié à la mise en œuvre du projet avec lequel il veut travailler avec vous. Le volet institutionnel, très peu s'attarde là-dessus. Et donc, du coup, par la suite, on se rend compte qu'on a renforcé vos capacités, mais que pour la mise en œuvre d'actions bien précises dans le cadre d'un projet, ce qui n'est pas suffisant. Aujourd'hui, nous, on dit non, on ne veut plus de ce genre de renforcement de capacités. On veut un renforcement de capacité qui intègre l'institutionnel, qu'il nous faut aussi grandir. Et dans ce renforcement de capacité aussi, il y a la question des ressources humaines. Parce qu'aujourd'hui, nos organisations souffrent du manque de ressources humaines. Pourquoi je dis cela? Lorsqu'on arrive à un niveau de compétence des ressources humaines, malheureusement, lorsque vous avez quelqu'un qui a travaillé 4 5 ans avec vous, au moment où il est bon, au moment où il doit produire, c'est les organisations internationales ou c'est le système des Nations Unies qui vient vous l'enlever. Donc, du coup, vous vous retrouvez à reprendre continuellement la roue. Et après, on va dire, vous n'avez pas les compétences. On n'a pas les compétences, mais ceux qui ont les compétences, qui le font le travail, sont des gens de nos organisations aujourd'hui qui sont à votre niveau. Donc, pour dire que le problème de compétences n'est pas un problème réel, c'est juste un problème de capacité financière. Si on offrait les mêmes salaires que le système des Nations Unies ou les ONG internationales, peut-être que la majorité de nos staff ne seraient pas partis. Même si ce n'était pas le même niveau de salaire, même si on arrivait quand même à un niveau de salaire acceptable, beaucoup n'allaient pas partir. Donc, c'est pour dire on a vraiment besoin de cette complicité-là. Derrière aussi, les organisations internationales, depuis qu'ils sont arrivés dans le pays, ils ont un mandat spécifique. C'est quoi? Ils disent, non, on n'est pas là pour rester. Et on va travailler à vous donner les capacités parce qu'à un moment, on va partir. Et là, j'aimerais bien savoir, beaucoup d'organisations internationales travaillent avec des organisations nationales depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Si à ce stade-là, on n'a toujours pas renforcé nos capacités, on va rejoindre José qui dit quel genre de diplôme on veut avoir. Parce qu'à force d'étudier, étudier, 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 on n'a toujours pas le diplôme, c'est compliqué. À un certain moment, quand même, soit c'est le professeur qui n'est pas bon, parce qu'on ne peut pas dire que c'est l'élève qui n'est pas bon depuis 30 ans. Donc, il faut aussi que les organisations internationales acceptent à un certain moment de nous donner un avis en disant, telle organisation, je travaille avec elle depuis, je confirme que cette organisation-là a une capacité de gérer tant. Et là, c'est ça qui va nous montrer aussi le transfert de capacité de ces organisations. Et c'est comme ça justement que doit se bâtir la localisation. Mais si les organisations internationales ne sont pas prêtes à faire ce pas-là, il faut qu'on se questionne pourquoi les organisations internationales ne veulent pas nous donner le crédit. Et je pense que c'est un peu à cause de la philosophie derrière la localisation, là où certaines organisations pensent que localisation veut dire plus d'internationaux uniquement que des nationaux. Pourtant, ce n'est pas ça. Chacun a une expertise à apporter, chacun a un élément à envoyer. Et mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, sur le terrain, ceux qui ont accès, c'est quoi? C'est les nationaux. Et la réponse se passe sur le terrain et non dans les bureaux. Donc, comme on arrive à fusionner, comme on arrive à confier les rôles pour que les nationaux s'occupent vraiment de l'opérationnel, s'occupent aussi de faire remonter les priorités des besoins sur le terrain et que les internationaux soient vraiment là pour nous aider à mobiliser des ressources. On veut avoir des ressources directes, mais à certaines ressources aussi qu'on ne peut pas avoir directement, il faut le reconnaître. Il y a certaines ressources là où il y a besoin d'une ingénierie, d'une architecture financière, de relations, de plaidoyer, de lobby, qu'à ce stade, nous ne pouvons pas faire. Donc, on a besoin que les internationaux aient fait ça. Mais pour certains fonds, par exemple le FROB, qui sont des fonds destinés à la localisation, qui nous laissent être lead et qui soient sous nous pour qu'on puisse mobiliser les ressources. C'est pas partout que le lead doit être pareil. Donc, nous, on accepte. Sur certains fonds, on leur donne le leadership, mais pour d'autres fonds, il faut qu'ils nous donnent le leadership aussi. Et c'est comme ça, justement, que la localisation va se bâtir. Et chacun doit jouer son rôle d'expertise. Les acteurs internationaux doivent jouer le rôle de nous appuyer techniquement sur les thématiques qu'on ne connaît pas. Moi, je prends un exemple. Nous, on a fait un projet avec DRC, là où on était lead et DRC était sub. Et DRC, dans le cadre de ce projet-là, venait nous appuyer sur la thématique des engins explosifs. Parce on ne connaissait rien de ça. On était vraiment ignorants. Et ils ont accepté d'être sub et nous, on était lead. Et on a fait le projet. Le projet était un succès. Il a même été cité comme modèle. Donc, c'est le genre de complémentarité qu'on veut. Moi, par exemple, je ne suis pas d'accord qu'aujourd'hui, une ONG internationale aille sur le terrain, à Djibo, à Fada, et à Diapaga ou quoi, distribuer des vivres. Non, ce n'est pas votre travail. On a des acteurs qui étaient là-bas depuis longtemps qui faisaient ce travail. Pourquoi vous allez venir vous suppléer à ces acteurs-là? Accompagnez ces acteurs pour qu'ils continuent à faire ce travail. Là, ça permet à ces acteurs aussi de maintenir.
Donc, je pense qu'en toute chose, il y a besoin qu'on recadre les rôles et que chacun arrive à trouver quel est son rôle justement dans cette réponse humanitaire. L'autre élément important aussi qu'il faut qu'on accepte, en tant que ONG nationale, pour la majorité, nous sommes des acteurs de développement. Il ne faut pas qu'on renie cela. Nous sommes des acteurs de développement. On s'est retrouvés dans l'humanitaire par nécessité et par besoin d'apporter une réponse à nos communautés parce qu'on était les plus proches. Mais cela ne doit pas changer notre nature. On est toujours des acteurs de développement, mais qui conduisons des activités humanitaires. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nos communautés nous demandent? Nos communautés nous demandent de les accompagner à se relever, de les accompagner à refaire les choses par elles-mêmes. Un Burkinabé, en tout cas de ce que je sais, le Burkinabé, si ce n'est pas qu'il a une infirmité ou un problème, le Burkinabé n'aime pas la mendicité. Il aime travailler. Donc, le fait d'être un assistant permanent, ça ne plaît pas aux communautés. Et quand vous allez sur le terrain, surtout les femmes, quand on parle aux femmes, les femmes vous disent, oui, vous nous avez aidés, vous nous avez donné à manger, c'est bien, mais nous, on veut faire quelque chose. Et nous, on sait faire quelque chose aux gens. Que ce soit en situation d'urgence ou en situation normale, on a appris à faire ça. Et on veut justement qu'on puisse nous accompagner à le faire. Mais malheureusement, au niveau des financements aujourd'hui, il y a cette difficulté-là, parce que les bailleurs de développement et les bailleurs humanitaires ne sont pas sur le même terrain. Dans certaines localités, les bailleurs humanitaires vont vous dire, ah non, on ne peut pas faire de développement et il faut faire que de l'humanitaire pur. Donc, du coup, il n'y a pas de bailleurs de développement. Or, les communautés veulent des activités qui sont au-delà des activités humanitaires. On parle de Nexus depuis, mais ça reste un mot générique qui est utilisé. Le Nexus, jusqu'à aujourd'hui, je défie quiconque de venir nous montrer concrètement c'est quoi le Nexus. Chacun a sa philosophie du Nexus. Mais derrière, sur le terrain, ça n'avance pas. Or, on a besoin de cette avancée. Mais pour cette avancée, il faut justement que les bailleurs puissent connecter. Et ça, le problème. Les bailleurs humanitaires sont dans les localités, les bailleurs de développement sont dans d'autres localités, les bailleurs de paix aussi sont présents. Les bailleurs de paix demandent aux humanitaires de faire la paix. Les humanitaires disent non, il y a un conflit parce que nous, on ne peut pas travailler avec les hommes en armes. Donc, si on veut faire la paix, ça va être compliqué. Donc, ça fait que tout est mélangé. Et derrière, nous, les acteurs nationaux, nous, on peut tout faire. Parce que nous, notre mandat, c'est quoi? Nous, notre mandat, c'est la communauté. On n'est pas comme les organisations internationales qui arrivent avec un mandat spécifique. Notre premier mandat, c'est la communauté. Si la communauté a besoin de quelque chose et que la communauté nous approche, on essaie de trouver la solution ensemble. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on dit non, vous touchez à tout, vous ici. Non, c'est pas qu'on touche à tout. C'est parce qu'on répond aux priorités des communautés. Et tant qu'on va pouvoir écouter les communautés, tant qu'on va travailler avec les communautés, je pense que c'est ça vraiment la valeur ajoutée des acteurs nationaux. Donc, c'est vous dire, la localisation, c'est une réalité, c'est en train d'arriver. Il y aura certainement des ressources pour les nationaux, mais malheureusement, il y a un seul âne qui a mangé la farine, son museau est plein, on dit que les ânes mangent la farine. Donc, malheureusement, le nom des organisations nationales est gâté. Donc, à nous de travailler, à redorer le blason, à montrer une meilleure image des organisations nationales et à montrer qu'on est plus crédible en ayant des documents de politique clairs, en ayant des comportements clairs sur le terrain, en évitant aussi tout ce qui est conflit d'intérêts. Parce que beaucoup de gens rentrent dans le secteur parce qu'ils veulent se remplir la panse. Les gens voient ça comme du gombo. C'est pas du gombo. Tant qu'on ne va pas avoir un comportement, il y a des gens qui vont dire, ah oui, si tu es dans une organisation à partir de 5 ans, 10 ans, si tu n'as pas construit une maison, si tu n'es pas acheté une voiture, c'est que tu ne vaux rien. Non. En ayant cette philosophie-là, déjà, ça dénature. Lorsque tu es une organisation, c'est pour accompagner les communautés et pas pour t'enrichir personnellement. Donc, il y a besoin vraiment de casser cette pensée-là et de travailler vraiment en tant qu'organisation à mieux servir les communautés. Et il faut qu'on accepte au Burkina aussi les différentes catégories d'organisations et de voir comment on travaille ensemble. Les organisations d'un certain niveau qui sont plus grosses devraient être avec les organisations plus petites pour les aider aussi à monter en compétences. Et de la même chose que ces organisations un peu plus grosses se plaignent au niveau des organisations internationales, les organisations plus petites aussi doivent se plaindre au niveau des organisations plus grosses si elles n'arrivent pas à les faire monter en compétences. Et c'est comme ça justement qu'on va arriver à changer. Et nous, en tant que jeunes leaders, la balle est dans notre camp. Parce que tout ce travail qui se fait là, c'est nous. Il faut que certains jeunes acceptent de se sacrifier, de se confier pleinement à des organisations nationales pour grandir avec eux. C'est vrai que deux fois, la tentation est forte, mais je pense que c'est important. Par exemple, moi, je prends l'exemple. Aujourd'hui, à Team Toi, moi, j'ai l'avantage. J'ai une équipe qui travaille avec moi depuis plus de 10 ans. J'ai une équipe depuis que je suis là, les 10 dernières années, tous ceux qui sont venus, on est toujours là. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'être à un niveau de compétence avec des staffs de compétences que certaines organisations n'ont pas. Tout simplement parce qu'ils ont accepté de faire le pari avec moi, ils ont accepté de rester et on a bâti progressivement. Aujourd'hui, lorsqu'on va dans un proposal avec des organisations internationales, c'est pas pour se jeter des fleurs, mais on n'a pas peur. On compétit ensemble et deux fois, c'est nous qui passons devant, deux fois, c'est eux qui passent devant. Donc, on a aussi la compétence de proposer.
Donc, c'est vous dire que la situation pour les organisations nationales, lorsque vous êtes vraiment engagé, lorsque vous travaillez, il y a pas mal d'opportunités pour vous. Et c'est le professionnalisme qui paye. Le temps est arrivé ou quoi? Ou bien il me reste 4 minutes. Bon, il nous reste pas beaucoup de temps, même pas 4 minutes, mais on vous donne 4 minutes. Ah, d'accord, ok, merci beaucoup. Parce que je vois 4 minutes écrites sur mon écran. Mais vous, moi, vous avez le thé, moi, je n'ai pas le thé. Ça, c'est pas juste, hein. Bon, on va régler ça après. Voilà, donc il nous appartient vraiment en tant que acteurs nationaux de travailler cette dynamique avec des organisations internationales parce que l'un sans l'autre aussi ça marche pas. On a besoin de tous une complémentarité. C'est la même chose que le système des Nations Unies. Aujourd'hui, le système des Nations Unies est aussi en train de travailler dans le cadre de la localisation. Ils ont plus de partenaires locaux. Ils veulent même prendre plus de partenaires au niveau des associations féminines et autres. Mais il faut qu'on travaille à se structurer. Et travailler à se structurer, c'est avoir des tests de politique clairs, c'est avoir un siège, c'est avoir les documents qui montrent on est transparent. Et là, il faut travailler à cela. C'est vraiment indispensable. Si aujourd'hui, vous ne pouvez pas montrer patte blanche, ça va être difficile de mobiliser des financements. Mais c'est possible. C'est possible et il ne faut pas sauter les étapes aussi. Lorsqu'on a une organisation à un certain niveau, il faut accepter qu'on a ce niveau-là et essayer de monter en compétence avec d'autres organisations qui pourront nous accompagner. Donc, c'est un peu dans cette philosophie-là qu'on va bâtir des organisations plus fortes. On va bâtir des jeunes leaders qui pourront par la suite mobiliser des ressources, pouvoir avancer et faire grandir vraiment les organisations locales et nationales. Parce qu'on a notre place dans la réponse humanitaire, on a notre place dans le développement. Et aujourd'hui, le Burkina Faso, c'est le pays là où on parle justement de la promotion des acteurs endogènes. Et tout est en train d'être mis en place justement pour donner la place à ces acteurs endogènes-là. Donc, l'approche à base communautaire va être une approche forte et nous pouvons le faire. Mais évitons de penser que c'est en chassant les internationaux. Non, il n'y a personne à chasser. Il faut juste redéfinir les rôles. Si on arrive à redéfinir les rôles, chacun aura une valeur ajoutée. Et je pense que ça, c'est vraiment sur ça que nous devons travailler. Bon, j'ai été un peu long, je ne vais pas consommer toutes les 4 minutes. Peut-être s'il y a des questions par la suite, je pourrais revenir. Et encore désolé, je prends vraiment les choses à l'appel comme ça, toutes mes excuses. Et j'aurais bien aimé être à vos côtés, mais ça va être partie remise pour la prochaine session, là où je serai présent, même si je ne serai pas panéliste. Encore merci à tous et je reste disponible.